Chers amis, bonsoir. Vous êtes sur Paix et Guerre. Je suis très heureuse de vous retrouver pour cette 37e édition de Mondoscopie. Nous sommes le 25 septembre 2024. Je vous remercie de votre fidélité vraiment à cette chaîne. Nous sommes plus de 92 000 désormais, qui est la vôtre, et où j'essaie de vous offrir une reconnexion à la réalité du monde dans le domaine international. Voilà. Alors, pour commencer, enfin en amont, plutôt en préambule, une petite information. Contrairement à ce que je pensais, pour des raisons techniques, je suis obligée de remettre le grand direct pour les abonnés fans du Cercle Paix et Guerre d'une semaine. Donc en fait, il aura lieu le 6 octobre à 18h30. Mais ça s'adresse aux abonnés statut fan du Cercle Paix et Guerre. J'en profite pour vous dire, vous êtes les pionniers de ce cercle, mais il y a aussi tous les autres qui me regardent ce soir et qui ne sont pas encore abonnés. Donc je remercie les pionniers, mais je voudrais que nous soyons infiniment plus nombreux. J'ai besoin de vous pour faire connaître bien sûr la chaîne, mais aussi le cercle autour de vous, pour convaincre vos amis de vous abonner, car plus vite nous serons vraiment nombreux, et vraiment nombreux c'est une poignée de centaines d'adhérents au moins, plus vite je pourrai vous proposer des contenus inédits et notamment les entretiens très particuliers. Je ne peux pas le faire pour l'instant parce que ça n'irait pas avec les invités que j'ai en tête. Ça ne leur conviendrait probablement pas. Donc voilà, il faut qu'on soit plus nombreux. Donc je vous engage à rejoindre le cercle si vous le pouvez, si vous le souhaitez. C'est très simple, c'est en description à la fin de cette vidéo ou sur la chaîne elle-même. Voilà. Alors ce soir au programme, 4 points assez courts qui satisferont ceux qui ne sont pas très nombreux heureusement, mais il y en a quand même qui me trouvent trop bavarde. Donc, premier point, quid des dernières déclarations de notre président de la République sur la politique envers la Russie et d'ailleurs d'une manière générale envers le monde. Deuxième point, Ukraine, des bombes pour la paix de Volodymyr Zelensky. On ne change pas une équipe qui échoue, n'est-ce pas, manifestement. Troisième point, Moyen-Orient. Toujours l'escalade, malheureusement, mais aussi un petit retour sur l'affaire des beepers et des talkie-walkie piégés par les Israéliens, talkie-walkie et beepers du Hezbollah, qui ont fait de très nombreuses victimes et blessés, enfin des morts et des blessés par centaines, par milliers même, il y a quelques jours. Et enfin, un quatrième point plus prospectif, enfin d'actualité moins immédiate mais qui est important, c'est la position actuelle de l'Inde qui est un peu entre la carotte et le bâton américain. Et voilà, je vais vous expliquer en gros ce qu'il en est parce que c'est intéressant. Alors d'abord, premier point, la France et les déclarations du président de la République qui a estimé qu'il faudrait repenser notre rapport à la Russie après la guerre en Ukraine, et qui a plaidé pour un nouvel ordre international. Alors c'était dimanche, c'était à Paris, c'était au lendemain de la Journée internationale de la paix, et c'était lors de la rencontre pour la paix organisée par la communauté San Egidio. Pour ceux qui ne savent pas, la communauté San Egidio, c'est une communauté, c'est un mouvement laïque en fait, mais d'inspiration catholique, qui est né dans les années 60, et qui est en fait une plateforme informelle, connue et reconnue, et souvent utile, de dialogue, de diplomatie un peu parallèle, de prise de contact. Bref, c'est un endroit utile pour faire passer des messages et essayer de débloquer des situations. Donc, le président de la République, dans cette enceinte évidemment très amène au sens propre et figuré du terme, a dit très exactement, il faudra prendre en compte la réconciliation. Alors, il n'a pas parlé de la Russie d'abord, parce qu'on va revenir sur la Russie. Il faudra prendre en compte la réconciliation avec les Balkans et la réalité d'une Europe dans sa forme géographique, donc pas l'UE au sens communauté politique et économique, qui n'est ni tout à fait l'Union européenne, qui est beaucoup plus grande, ni résolument l'OTAN. C'est le moins qu'on puisse dire. Parce que quand on se souvient des dernières déclarations du président serbe, notamment
auquel notre président est venu vendre des rafales, qui lui a quand même clairement expliqué qu'il ne fallait pas lui demander de commencer à faire des déclarations anti-russes. Ils avaient des relations avec la Russie, ils entendaient bien les conserver, qu'il n'était pas non plus question de lui demander d'abandonner, enfin de dire qu'il ne soutenait pas la Russie dans l'affaire ukrainienne. Bon, enfin, ça a été un échange quand même assez martial, je trouve, sur le fond, mais voilà, ça c'est les Serbes. Hein. Il faut se souvenir de ce qu'ils ont vécu aussi en 1999, lorsque la Serbie a été bombardée au prétexte de la situation au Kosovo. Et ça, j'étais quand même aux premières loges pour le voir. Donc, bref, on revient. Et il faut prendre en compte la réconciliation avec les Balkans, etc., etc. Bon, on se pince, hein, vu ce qui s'est passé à Belgrade. Enfin, il va y avoir du boulot, là, déjà sur ce point. Ensuite, il a appelé donc à bâtir un nouvel ordre international, car notre ordre international aujourd'hui est incomplet et injuste. Diantre, encore un scoop. Parce que nombre des pays les plus peuplés, a-t-il dit, n'existaient pas quand les sièges ont été distribués, c'est vrai. Enfin, ils n'existaient pas dans leur état de puissance et d'influence actuelle. Et puis, il y en avait qui n'existaient pas en effet, puisque c'était avant la décolonisation. Il faut un ordre où tel ou tel ne peut pas bloquer les autres et où les pays sont dignement représentés, et donc le faire avec des instances beaucoup plus justes, qu'il s'agisse des Nations Unies, qui sont dans un état lamentable, du fait essentiellement de l'attitude des États-Unis et même de l'Union européenne depuis la fin de la guerre froide, qui ont vraiment tout fait pour délégitimer l'ONU, précisément à cause des droits de veto, notamment des Russes et des Chinois à l'époque. Donc il s'agisse des Nations Unies, mais aussi de la Banque mondiale et du FMI, donc des institutions de Bretton Woods, qui ont régenté jusqu'à présent l'ordre financier international d'après-guerre tout de même. Et effectivement, on voit bien que là, il y a du tirage, puisqu'on est en train de voir émerger un total autre pôle, enfin plan, du moins socle de légitimité et d'action et d'activité internationale au plan financier et économique autour des BRICS. Bon, donc effectivement, la situation est grave, donc c'est bien de s'en rendre compte, c'est bien de se dire qu'il faudrait faire quelque chose pour que nos institutions soient un peu moins iniques, un peu moins inégales, ne soient pas simplement des instruments de pression ou de prédation de l'Occident vis-à-vis du Sud collectif ou global, comme il se dit aujourd'hui. Voilà, bon, bien, donc on peut penser que le président de la République a compris qu'il y avait une obsolescence programmée. Elle n'était pas programmée au départ, mais elle est clairement dans les tuyaux des institutions de Bretton Woods. Et puis ensuite, il a dit encore des paroles très fortes et très vraies, surtout dans cette enceinte. La paix n'est possible que dans la coexistence. Il y aura une place, une terre, un État, une coexistence, la reconnaissance de l'existence de chacun, la reconnaissance du droit à vivre en paix de chacun, relevant que pour ce qui se joue aujourd'hui au Proche-Orient, c'est ça la clé. Oui, c'est ça la clé. Comment y parvenir, c'est un autre sujet quand on voit ce qu'on laisse faire en ce moment au Proche-Orient. Bon, donc c'est beau comme l'antique, hein, c'est magnifique, c'est comme d'habitude un beau discours d'un œcuménisme sublime, œcuménisme même géopolitique, hein, puisqu'il s'adresse à l'ensemble des pays de la planète en apparence. Le problème, c'est que concrètement, la France est quand même un pays strictement aligné sur un bloc sécuritaire dirigé d'une main de fer par une puissance qui, elle, n'a pas renoncé à son hégémonie, même si elle est en déclin. Et cette puissance, ce bloc, souhaite tout sauf ça. Alors, il s'agit... Alors, bien sûr, après, enfin, je ne sais plus à quel moment il l'a dit, d'ailleurs, il va falloir repenser les relations avec la Russie. C'est formidable. Il était temps, on se dit, mon Dieu, mais enfin, il va falloir repenser les relations avec la Russie après la guerre. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire peut-être une hostilité définitive? Je ne pense pas. Je pense que dans son esprit, il y a peut-être là l'amorce d'une prise d'autonomie française qui serait un miracle. Il faut le souhaiter ardemment.
Ou alors il y a les premières contorsions et la préparation habile pour un prochain retournement qui va être très acrobatique sur le dossier ukrainien de la France, parce que n'oublions pas que notre bellicisme revendiqué et assumé ne nous a porté, finalement, fait que nous nous retrouvons extrêmement seuls et de plus en plus seuls en Europe, avec l'Allemagne qui réduit drastiquement sa perspective de soutien à Kiev, hein, qui est en train de reprendre en main un certain nombre de choses et de retomber sur terre, mais surtout depuis que Washington, il y a 15 jours maintenant, enfin vendredi il y a 15 jours, a dit niet à Zelensky pour les armes, les missiles de longue portée à tirer dans la profondeur du territoire russe. Et si Trump arrivait? C'est sans doute ça que peut-être on a fait entendre à l'oreille du président. Et si jamais la politique américaine changeait, si ça n'était plus le harcèlement continu, la surenchère, l'escalade, etc., du côté occidental, et qu'il faille faire la paix avec la Russie, mon Dieu, Monsieur le Président, mais nous allons nous retrouver dans une situation épouvantable après tout ce que nous avons fait pour nous mettre en première ligne, pour envoyer des troupes sur le terrain, nous dire qu'on était prêt à le faire. Tout ça après avoir au début dit, à mon avis très sagement, qu'il ne fallait pas humilier la Russie dans cette affaire. Bon, bref, on a eu une espèce de politique de gribouille sans queue ni tête pendant 2 ans et demi. On a été la pointe de diamant du bellicisme européen. Les Russes ont de la mémoire, même s'ils auront aussi sans doute à un moment donné envie ou besoin ou intérêt à faire rentrer, ne serait-ce que cosmétiquement, l'Europe dans un tour de table, bon, sachant que pour eux, l'essentiel, c'est quand même toujours la même chose, c'est la relation avec Washington. Donc voilà, donc c'est compliqué de savoir quelle est la part du vrai. Est-ce que c'est purement rhétorique? Est-ce que c'est un discours de circonstance dans une enceinte qui appelait à ça, si vous voulez? Ou est-ce que ça veut dire qu'on serait en train, à l'Élysée, à la cellule diplomatique, de prendre conscience de la réalité de la situation et du fait qu'il faut maintenant se montrer lucide et pragmatique et que notre attitude complètement absconse par rapport à l'évolution du conflit, je ne parle même pas des responsabilités, je parle de la réalité sur le terrain, celle que beaucoup ne veulent toujours pas voir, mais enfin tout de même, ça devient de plus en plus difficile. Et donc, peut-être qu'on a compris autour du président que tout ça, ça allait se retourner contre nous à un moment donné, qu'on allait se prendre un retour de boomerang terrifiant. J'ai un ami qui hier a trouvé une formule, après avoir lu aussi ses déclarations, il a dit mais c'est un peu comme si quelqu'un découvrait le Minitel à l'âge d'Internet, c'est-à-dire ah oui, mais la paix, oui, il faut faire... Enfin, on est déjà très au-delà, on est déjà dans une phase encore extrêmement dangereuse et aléatoire, où beaucoup de choses peuvent arriver, mais où néanmoins la perspective de plus en plus qui se rapproche de l'élection d'un nouveau président aux États-Unis va être déterminante pour ce qui va advenir de l'Ukraine. Voilà, c'est difficile de savoir ce qu'il faut penser de ces déclarations. Moi, je pense qu'il faut s'en réjouir, néanmoins, et donner à notre président, encore une fois, le bénéfice du doute, et espérer que ce ne soit pas qu'un nouveau beau discours vide. Voilà, je suis désolée, je suis un peu dure, mais quand même, la situation est tellement grave et tellement dangereuse et tellement stupide en plus que, voilà, par moments, il faut dire les choses clairement. Alors, mon deuxième point, il est lié, bien sûr, c'est un peu quand même, vous parlez un peu de ce qui se passe en Ukraine. Bon, la débâcle militaire se poursuit, désolé pour ceux qui n'y croient pas. Les forces ukrainiennes sont en train d'abandonner leur position, et c'est des cartes pro-ukrainiennes qu'ils montrent, hein, dans la région de Koursk. Pourquoi? Parce qu'évidemment, c'était une aventure, qu'elles sont incapables de tenir leurs gains territoriaux, qu'elles n'ont ni les effectifs ni les armements pour ça. Les Russes avancent, eux, toujours méthodiquement dans le Donbass, notamment à Vuhledar, où là, la brigade ukrainienne qui tenait assez héroïquement depuis plus de 2 ans est à bout de force et de souffle. Donc Vuhledar, bon, ça risque de passer sous contrôle russe.
Et puis aussi, il y a des frappes russes récentes, massives, sur Zaporizhia, dans l'oblast de Zaporizhia, sur la ville, notamment sur les infrastructures électriques. Donc, est-ce que c'est un axe d'offensive future qui se précise? Je ne sais pas, mais en tout cas, voilà, c'est ce qu'on peut remarquer en ce moment. Il y a aussi il y a eu aussi des frappes ukrainiennes sur des dépôts de munitions en Russie par des drones. On dit même qu'un missile Sarmat aurait été frappé, aurait été touché, aurait explosé. Je ne sais pas non plus ce qu'il faut en penser. Il est certain que plus ça va aller, plus les Ukrainiens vont avoir des actions désespérées et dangereuses. C'est là que réside toute la complexité et tout le danger de cette période jusqu'à début novembre. Parce que même si le holà a été mis officiellement à Washington, il ne faut pas oublier qu'il y a quand même beaucoup de gens, et aussi beaucoup au Royaume-Uni, qui ne veulent pas renoncer en fait à leur rêve fou d'abattre la Russie et de lui infliger une défaite stratégique, n'est-ce pas, et de la faire souffrir au maximum, y compris militairement. Donc, ce qui est clair quand même pour moi, c'est que les États-Unis ne veulent pas aller trop loin, qu'ils ont probablement, en dépit de leur surdité délibérée, fini par sentir et par entendre peut-être le vent du boulet siffler à leurs oreilles. Ils continuent à faire des déclarations de soutien et il y a l'indéboulonnable Stoltenberg à l'OTAN, secrétaire général de l'OTAN encore, je croyais qu'il allait être remplacé, qui dit que la porte de l'Alliance est toujours grande ouverte pour l'Ukraine. Donc ça, c'est typiquement une déclaration qui vise à faire durer la tension. Hein, voilà. Bon, je pense aussi qu'on dit ça, mais en même temps, on dit à Kiev qu'il va falloir faire la paix pour ça, puisque un pays ne peut pas rentrer dans l'OTAN s'il est en guerre. Donc il y a un moment où alors on change tout, on fait définitivement n'importe quoi. Bon. Donc dans les faits, quand même, les États-Unis sont en train de transférer la charge du boulet ukrainien et du harcèlement résiduel de la Russie aux Européens. Et pour la France, donc en pointe de cette offensive contre Moscou, des heures difficiles s'annoncent. Dès que la négociation va s'amorcer sérieusement, pas avec Paris, à mon avis, ou alors de manière, ça m'étonnerait beaucoup, je pense que ce sera entre Moscou et Washington, avec peut-être Pékin. L'Europe sera au mieux sur un strapontin, la France planquée je ne sais où. On va essentiellement payer pour la reconstruction, les Européens vont payer pour la reconstruction. Et on voit bien d'ailleurs en Europe que, alors d'abord il y a ceux qui ont toujours eu une position pragmatique dans ce conflit, genre les Hongrois ou les Slovaques, qui eux évidemment, je ne dirais pas jubilent, mais sont en train de voir que les faits leur donnent tellement raison que ce sont ceux qui les vouaient aux gémonies et les traitaient de mauvais Européens, de traîtres et de félons et de je ne sais quoi, qui commencent à se sentir mal. Et puis il y a des pays européens, genre les Allemands d'ailleurs, et genre les Italiens, qui sont aussi assez pragmatiques et qui se disent que voilà, il va falloir commencer à pouvoir exister dans le jeu d'après. Voilà, dans le jeu d'après. Problème, nous, c'est que bon, on a une diplomatie de l'idéologie, de la haine, de l'ignorance, à la fois de l'histoire et de la réalité, une diplomatie au petit pied, une diplomatie de la com en fait, et du narratif. Et là, on se rend bien compte qu'il y a un problème d'allonge en fait, d'allonge du regard, et du coup, on perd pied sur la réalité, sur les moyens de faire quelque chose, parce qu'évidemment, on est complètement à court terme. Ça ne nous empêche pas, ça n'empêche pas d'ailleurs, là je ne parle pas de la France, je parle des Occidentaux et des Américains, ça n'empêche absolument pas le cynisme et l'indécence de se poursuivre. Tenez-vous bien, le président Zelensky aurait reçu aux États-Unis, puisqu'il y est en ce moment pour l'Assemblée générale des Nations unies, un trophée
un trophée, l'assiette d'or, n'est-ce pas, qui est un award, une récompense, de la part de l'Académie américaine de l'achievement, n'est-ce pas, de l'accomplissement. Et il faut savoir ce que récompense cette académie. Elle récompense des contributions à l'humanité. Voilà, je ne sais pas si on mesure bien le scandale de ce geste, hein, de ce qui a été fait là. On a vraiment l'impression qu'on est dans un village Potemkin, où tout est faux, les discours sont faux, les décors sont faux, autour c'est l'effondrement, mais à l'intérieur, tout le monde est bien content. Voilà, sur ces façades, tout va bien et on célèbre et on félicite le président ukrainien pour sa contribution envers l'humanité. Bon. Donc, voilà. Bon, moi, au moment où j'enregistre cette émission pour vous, Zelensky, d'ailleurs, est à New York, puisque vous savez, c'est l'Assemblée générale des Nations unies, et il va présenter son plan de la victoire, parce qu'il a un plan de la victoire, hein, le président ukrainien, qui est évidemment une pure chimère, qui n'a aucune espèce de chance de se réaliser jamais, mais il va quand même le faire au Congrès, parce qu'on continue à maintenir l'illusion, parce que derrière, il y a tellement de sous, il y a tellement de budget, il y a tellement d'argent pour les politiciens américains, pour les marchands d'armes, pour les Ukrainiens, pour tous ceux qui en profitent, pas le peuple, évidemment. Et donc, il va présenter son victory plan, n'est-ce pas, au Congrès américain et aux deux candidats, Kamala Harris et Donald Trump. Donc là, ça va être intéressant. C'est peut-être là, ça va se faire là très vite. Je lui souhaite bon courage avec Trump, qui a dit et redit que s'il arrivait au pouvoir de nouveau, il prendrait son téléphone et il enjoindrait les deux parties au conflit de rapidement trouver une issue et un accord. Et d'ailleurs, Trump vient de dire, enfin, il ne vient pas de le dire, il l'a dit il y a quelque temps, mais c'est assez récent, il a dit, mais enfin, je pense que c'était au moment où les États-Unis ont finalement, et d'ailleurs où Trump a dû, parce que c'était la campagne, dire OK, ont finalement encore accordé 60 milliards à l'Ukraine, et il avait dit c'est le plus grand commerçant du monde, parce que chaque fois qu'il se déplace, il repart avec des milliards et des milliards d'argent. Bon, donc, le plan de la victoire de Zelensky, on le connaît, hein, c'est de faire comme si c'était rien passé, en fait. Voilà. Donc c'est quand même le plan qui aurait pu être le sien, enfin où il aurait pu obtenir tout ça en avril 2022. Hein, s'il n'avait pas écouté Boris Johnson, l'accord était fait. L'accord était fait. Voilà. Bon. Donc là, on se pince. Voilà. Des centaines de milliers de morts plus tard, des centaines de milliards jetés par la fenêtre. Donc, un plan qui a sans doute été concocté à Londres ou je ne sais où, enfin avec ses conseillers américains et britanniques. Et donc, après l'avoir présenté aux candidats et au Congrès, il va le présenter aux Européens et croit-il, aux Russes. Et il paraît que les Russes devaient faire partie de ce plan, n'est-ce pas, et écouter ces balivernes. Bon, évidemment, il a reçu une fin de non-recevoir parce que l'incursion à Koursk a quand même tout changé du point de vue russe, a achevé de les convaincre qu'il n'y avait rien à négocier. En tout cas, il n'y a rien à négocier jusqu'à l'élection. Bon, c'est évident. Et puis par ailleurs, les attaques continuent sur le territoire russe. Les Ukrainiens font tout ce qu'ils peuvent pour continuer. Donc voilà, aucun intérêt non, il n'y aura pas de négociation avant les présidentielles américaines. Si Trump est élu, ça va probablement provoquer un renforcement des partis de droite en Europe et un gel des positions militaires. Et puis, si jamais c'est Kamala Harris, ça va prolonger la guerre. Voilà, parce qu'elle travaille pour les mêmes. Hein, donc, elle va faire ce qu'on lui dit aussi là-dessus. Et elle est très, très allante sur l'Ukraine, bien sûr. Soutien à l'Ukraine. Il ne faut pas laisser tomber l'Ukraine, bien sûr, parce qu'on l'aide beaucoup en faisant ce qu'on fait.
Donc voilà, le Kremlin, manifestement, devrait continuer, poursuivre ses objectifs de guerre, qui sont toujours les mêmes, démilitarisation de l'Ukraine, dénazification, comme ils disent, du pays. En fait, bon, Moscou attend de véritables interlocuteurs et attend de pouvoir parler avec des gens sérieux à Washington. Et je pense que Washington aurait bien besoin, et aura bien besoin de toute façon à ce moment-là du soutien de Pékin. Mais le problème, c'est que comme les États-Unis au même moment, et depuis des mois, passent leur vie à antagoniser, si j'ose dire, la Chine, ça va être compliqué là aussi. Non seulement le découplage est inconcevable, mais ça va être compliqué de se servir des Chinois, parce qu'on voit bien que la Chine, elle a des ambitions en termes de diplomatie mondiale et en termes de surplomb finalement, ou en tout cas de statut un peu à part de pays qui se proposent comme médiateurs dans un certain nombre de conflits. Elle a reçu, n'oublions pas, les responsables du Hezbollah, les responsables du Hamas il n'y a pas si longtemps. Elle essaie d'agir en Afrique, elle essaie d'agir bien sûr en Ukraine. Elle avait un plan, elle a un plan, qui est un plan fait de grands principes, mais quand même qui est un plan. Et donc la Chine est en train de prendre la main, non seulement peut-être sur la paix en Ukraine, mais d'une manière plus générale sur le rôle qui est un peu, qui n'a plus d'acteurs, puisqu'avant c'était un peu les États-Unis pour le meilleur et pour le pire, rôle de grand parrain, grand facilitateur et surtout personne d'influence qui peut faire bouger les positions des uns et des autres sur un certain nombre de conflits internationaux. Donc ça, c'est intéressant. D'ailleurs, évidemment, ceux qui ont tout compris et qui le disent haut et clair, c'est comme d'habitude les Hongrois, avec leur ministre Szijjártó, qui est vraiment, je trouve, quelqu'un d'assez remarquable, et qui donc a rencontré son homologue chinois Wang Yi en marge aussi de l'Assemblée générale, parce que l'Assemblée générale des Nations unies, c'est évidemment l'occasion de tout un tas de conciliabules bilatéraux. Voilà, c'est le moment ou jamais. Ça se fait toute l'année, bien sûr, entre les délégations, les envoyés, les émissaires, etc. Mais là, évidemment, c'est encore plus fort. Et dans le contexte actuel, c'est très important. Et donc, Szijjártó a dit qu'en gros, la politique américaine et européenne nourrissait la crise en Ukraine, qu'on ne faisait que mettre de l'huile sur le feu, et que la Chine, désormais, de manière informelle mais assez claire, dirigeait, enfin patronnait, en tout cas rassemblait une majorité d'États du monde qui étaient en faveur de la paix dans ce conflit. Donc là aussi, il est temps d'ouvrir les yeux. Voilà, ça a raté. Il faut quand même s'en rendre compte. Plus on attend, plus c'est douloureux. Troisième point, Moyen-Orient. Bon, au plan militaire, vous devez certainement suivre un peu l'actualité, c'est dramatique. On est vraiment sur une ligne de crête entre Israël et le Hezbollah. Le Liban est en grand danger. Il y a de très fortes pressions, Dieu merci, à la fois américaines, chinoises et russes sur l'Iran, sur le Hamas, sur le Hezbollah, sur le Liban, pour qu'ils ne répondent pas aux provocations israéliennes de toute nature. Et donc pour que les représailles soient quand même très, très à bas niveau, enfin très bas niveau, parce qu'en fait tout le monde a peur de l'embrasement régional. Et là pour le coup les grandes puissances s'y retrouvent, et y compris l'Iran. Donc les trois grands, entre guillemets, là, qui décident un peu de tout, et les Iraniens, voilà, tout le monde sent bien que si ça part vraiment, ça va être très compliqué, et ils ne sont pas forcément en mesure, ni les uns ni les autres, de pouvoir tenir les chevaux et arriver à recalmer le jeu de nouveau, parce que Netanyahou a pris clairement le mort aux dents.
il sait très bien ce qu'il attend dès que la guerre sera finie, et donc il a tout intérêt à ce qu'elle se poursuive. Alors je voudrais revenir sur l'affaire, parce que je ne l'ai pas traitée, mais d'autres l'ont fait très très bien, donc voilà. Mais quand même, je veux revenir sur une petite chose, parce qu'il y a eu un article, je veux revenir sur l'affaire des beepers piégés et des talkie-walkie piégés, donc, dont j'ai dit un mot en introduction, par les services israéliens. Alors, en fait, il y a eu un article de l'Orient le Jour, donc journal libanais, qui a rapporté des informations obtenues de sources russes. Bon, donc ça vaut ce que ça vaut. Vous pouvez attribuer, voilà, je ne sais pas moi-même, mais c'est quand même intéressant sur la manière dont les choses ont pu se faire ou auraient pu se faire, parce que ce n'est pas la seule hypothèse. Et en fait, je pense qu'il n'y a rien de plus simple que de vous le lire, c'est 10 lignes, 15 lignes. Voilà, donc je vous le lis tel que ça a été publié. 6 responsables du Hezbollah directement impliqués dans l'achat d'appareils électroniques explosifs, enfin qui ont explosé, auraient été exécutés. Ils auraient reconnu leur culpabilité. Ils auraient acheté des lots de téléavertisseurs, d'appareils électroniques associés à des sociétés spécifiques en échange d'une commission, donc par cupidité, en échange d'une commission de 20% de la part d'hommes d'affaires américains, de République tchèque et de Chypre. Des dizaines d'employés du Hezbollah qui menaient ces négociations, avec la correspondance commerciale, les paiements, auraient également été arrêtés. Donc le réseau en fait, de compromission, de corruption qui a abouti à ce qui s'est passé, tout ça serait en cours de démantèlement et serait largement démantelé. 12 expéditions de produits électroniques ont été achetées auprès de sociétés contrôlées par Israël, sociétés en République tchèque, en Pologne, en Bulgarie, en Roumanie et en Hongrie. Voilà. Les dirigeants de ces entreprises auraient déjà quitté ces pays. La plaque tournante de l'évacuation aérienne aurait été la Bulgarie et l'aéroport de Sofia. 9 dirigeants de sociétés écrans auraient donc quitté Sofia vers Liverpool, vers Bergame, puis vers les États-Unis. Les services spéciaux bulgares n'auraient pas empêché leur départ. Lundi, une réunion d'urgence devait se tenir, donc elle s'est peut-être tenue au Parlement bulgare, et une commission interministérielle serait créée pour enquêter sur cet incident. Pour l'instant, la Bulgarie ne ferait que brouiller les pistes et mener des consultations avec les Américains, avec l'ambassade américaine à Sofia. La Roumanie et la Hongrie refuseraient d'ouvrir une enquête officielle, au prétexte que les activités de ces sociétés intermédiaires commerciales n'auraient pas nui aux intérêts de leur pays. La République tchèque et la Pologne, elles, seraient silencieuses, un silence stratégique étant sous contrôle total des Américains, des services de renseignement américains, et se comportant comme elles l'ont fait au moment de Nord Stream notamment, de la destruction des Nord Stream. Autrement dit, des fonctionnaires les plus haut placés, les plus fiables du Hezbollah auraient été pris par leur propre cupidité et leur corruption. Bon, ce n'est pas un scoop. Ce sont des travers éminemment humains et très très répandus sur cette planète. Comment savoir si c'est le cas, si c'est une légende qu'on nous sert, si c'est pour brouiller les pistes? L'Orient le Jour est quand même un journal sérieux, généralement assez fiable. Les infos proviennent des services russes, qui ont quand même des liens forts avec les Bulgares, avec l'Iran, notamment entre services. Alors évidemment, les Russes, ils cherchent à impliquer les Américains dans cette affaire. La BBC a aussi publié ces informations, ce même texte, et aussi un journal algérien. Après, on peut aussi penser que sur une affaire aussi grave et aussi importante pour Israël, ça a été opéré uniquement par le Mossad et que voilà, c'était peut-être des agents qui avaient des passeports doubles ou multiples ou qui étaient sous couverture diverses, comme ça arrive évidemment fréquemment. Mais en tout cas, c'est intéressant de voir comment cette opération assez incroyable dans son exécution et terrifiante dans ses résultats, je ne parle pas là des combattants du Hezbollah, je parle de toutes les victimes civiles, collatérales, mais ça fait beaucoup de victimes collatérales,
de ces incidents, de ces attaques. Voilà, bon. C'était mon troisième point. Et mon quatrième point, je l'ai intitulé l'Inde entre deux chaises. En fait, je veux vous parler des pressions actuelles américaines sur l'Inde. En fait, je viens à la conclusion de mon point. L'idée américaine, c'est de désamarrer l'Inde des BRICS. Bon. Et pour ça, elle essaie plein de choses. Elle essaie plein de choses, elle essaie des carottes, elle essaie des bâtons, elle essaie du charme, elle essaie des promesses, elle essaie l'argent, elle essaie tout. Bon. Et donc, vous savez qu'il y a le sommet des BRICS à Kazan, donc prévu 22-24 octobre. Mais bon, le problème, c'est la méthode américaine qui, comme toujours, est assez lourde, assez basique et assez naïve, en fait, et qui produit, comme souvent, pas comme toujours, mais comme souvent, des retours de bâton terribles. Bon, là, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, Narendra Modi, bien sûr, s'est rendu aux États-Unis pour l'Assemblée générale des Nations unies, mais aussi il devait assister à un sommet de l'Alliance Quad. Donc l'Alliance Quad, c'est les États-Unis, l'Inde, l'Australie, le Japon, qui était une alliance de sécurité, mais enfin qui a été très largement remplacée par l'AUKUS. Hein, vous savez, on en a parlé au moment de l'affaire des sous-marins australiens. Qui est vraiment la structure maintenant dont se sert l'Amérique pour faire pression sur la Chine ou pour gêner la Chine. Bon. Donc c'est plus tellement le Quad. En tout cas, Modi devait aller là, et au moment et c'est en ce moment, hein, c'est 23, 24, 21, 23, 24, 22, 23, 24, pardon, septembre. Et donc, au même moment, il y a des gens du Conseil de sécurité nationale, donc américain, du NSC, comment il s'appelle, Sullivan, qui reçoivent à Washington des groupes considérés comme terroristes par l'Inde, des groupes de séparatistes sikhs, sachant que les États-Unis reprochent à l'Inde d'avoir tenté d'assassiner un binational indo-américain l'année dernière, qui était un militant séparatiste sikh, donc sur le sol américain. Bon. Donc il y a ce contentieux, mais là, au même moment, on reçoit, pour faire pression, croit-on, sur Modi, et pour pour le provoquer ou pour lui montrer qu'on peut tenir et activer les séparatistes contre lui. Enfin bon, voilà, on fait ça au moment où on espère conduire l'Inde, qui a de très fortes relations américaines avec les États-Unis en matière notamment commerciale, où on espère justement que l'Inde va... comment dirais-je, se désolidariser un peu du groupe des BRICS et du trio qu'elle forme au sein des BRICS avec la Chine et la Russie. On a même poussé manifestement Modi à aller à Kiev. Bon, ça s'est très mal passé, ça a duré 30 minutes, mais enfin, on l'a poussé à rencontrer Zelensky sur le thème « L'Inde, elle aussi, pourrait devenir une puissance médiatrice », avec les États-Unis derrière, bien sûr, dans la résolution du conflit ukrainien, etc., pour essayer de bypasser, de contourner les initiatives chinoises. Voilà. Donc, il y a cette espèce de jeu-là, mais en fait, on en veut essentiellement au développement de l'Inde, parce qu'elle aussi est en train de faire plus qu'émerger et de devenir un pôle assez conséquent du processus de multipolarisation du monde. Et ça, évidemment, ça rend malade les Américains, puisque ça met en jeu, en cause et en danger leur vision unipolaire de la planète. Et donc voilà, il s'agit de faire en sorte qu'elle soit finalement, d'une manière ou d'une autre, suffisamment affaiblie ou qu'elle se sente suffisamment sous pression américaine pour, en échange,
altérer ses liens avec la Chine et évidemment, idéalement, avec la Russie. Bon. Et voilà, et on se dit, bah, l'Inde, elle a évidemment besoin des investissements américains qui nourrissent son économie, c'est évident, et elle a aussi d'ailleurs en commun avec les États-Unis une commune circonspection, méfiance, inquiétude vis-à-vis de la puissance de plus en plus dominante dans ce trio et dans le groupe des BRICS de la Chine, et même d'une manière générale de la Chine. Bon, donc j'allais dire que les États-Unis ont des atouts pour pouvoir jouer habilement d'une relation avec l'Inde, mais qu'est-ce qu'ils choisissent de faire? Ils choisissent d'appuyer sur un point extrêmement douloureux pour Narendra Modi, qui est sa lutte, enfin son ultranationalisme hindou et sa lutte forcenée contre tous les mouvements séparatistes d'où qu'ils soient. Et voilà, ils se disent on va aller montrer qu'on est en lien quand même avec les gens qui contestent ouvertement son pouvoir ailleurs comme chez lui. Bon, voilà. Et ça me semble extrêmement maladroit, évidemment, d'autant plus qu'il y a évidemment des liens très forts maintenant entre l'Inde et la Russie, pas seulement militaires, c'est en plein essor. Bien sûr, parce que la Russie, elle joue aussi dans ce trio. C'est vraiment un ménage à trois assez complexe, assez compliqué. Et Modi ne va pas conspirer contre la Russie ou les BRICS, d'ailleurs en rencontrant Biden. D'ailleurs, les Russes comprennent bien que l'Inde doit aussi avoir des relations avec les États-Unis. Enfin, c'est pas vraiment scandaleux aux yeux de Moscou, c'est assez logique. Mais le problème, c'est ça, c'est la balourdise des éléments du Deep State, qui peuplent le Conseil de sécurité nationale notamment, et voilà, qui ont effectivement des liens avec les mouvements séparatistes, parce que le Deep State, c'est aussi la CIA, c'est aussi un tas d'agences de renseignement américaines qui font de la déstabilisation et qui aident, financent, entraînent, arment, soutiennent, enfin bon, tout un tas de mouvements dans le monde entier. Et en plus, il y a eu le coup ça j'ai oublié, il y a eu le coup du Bangladesh, où là, l'Inde considère que les États-Unis sont derrière le coup d'État au Bangladesh récent, dont je n'ai pas parlé en tant que tel, mais voilà. Donc, qui s'est fait à son détriment. En tout cas, c'est la première ministre qui était son soutien, qui a été débarquée, enfin qui est partie très vite d'elle-même parce qu'elle a senti qu'elle ne pouvait plus rester. Voilà. Donc les États-Unis utilisent tous ces groupes pour faire pression. Et comme d'habitude, ça a un effet inverse de celui recherché parce que c'est pas en se croyant tout permis et en faisant ce genre de pression-là qu'on peut obtenir ce qu'on veut. Donc, d'abord, l'Inde pourrait devoir réagir, parce que c'est quand même une provocation assez inacceptable. Et deuxièmement, ça ne va faire, à mon avis, que renforcer son intérêt à essayer de s'entendre au sein des BRICS et à essayer de prendre une place de plus en plus importante dans le groupe des BRICS, mais pas au profit des États-Unis. Pas comme contre-pouvoir forcément, même si l'Inde s'imagine peut-être la Turquie du groupe BRICS, c'est-à-dire jouant sur tous les tableaux. Je pense qu'à un moment donné, l'opportunisme aura des limites et il y aura surtout un effet d'échelle et un effet de masse au sein du groupe des BRICS qui va pousser New Delhi probablement à jouer bien sûr sur tous les tableaux, parce que l'Inde n'est pas une puissance alignée, c'est une puissance historiquement non alignée. Enfin, c'est Nehru, c'est Gandhi, c'est Nehru, c'est vraiment la source du non-alignement, si j'ose dire. Donc, c'est une puissance qui, justement, ne veut pas être anti-américaine, mais elle veut être non alignée sur les intérêts ou les desiderata américains. Pas plus qu'elle ne veut être alignée sur ceux des Chinois ou des Russes, d'ailleurs.
Donc voilà, il faut voir comment tout ça va évoluer, mais je pense que l'évolution de ce trio-là, indo-sino-russe, va être très très intéressante à observer dans les mois et dans les années à venir d'ailleurs. Alors, voilà, en conclusion, je voulais revenir sur l'ambiance quand même assez détestable que je subis d'ailleurs, mais comme d'autres, comme plein d'autres, ici en France et ailleurs, parce que ça sévit aussi bien sûr aux États-Unis, ça sévit en Europe, partout, à propos de la liberté d'information, qui vraiment se réduit de plus en plus. Bon, vous avez vu l'affaire Telegram, on en a un peu parlé, mais en fait, on a un problème encore bien plus général. On a un problème de verrouillage de plus en plus radical et totalement inique, enfin totalement antidémocratique, bien sûr. Ça se voit sur YouTube, où j'ai été très surprise de voir qu'il y a des canaux d'information qui sont vraiment des endroits où vous avez des analyses avec des faits, avec des... Enfin, c'est pas du tout, comment dirais-je, c'est pas en support d'un pays, d'un autre, d'une partie à un conflit ou d'une autre, etc. C'est des choses qui, moi, me semblent extrêmement analytiques, qui viennent d'être supprimées, au nom des discours de haine. Alors ça, c'est quand même fort de café, parce que moi qui lis ces sites, j'ai encore jamais vu un discours de haine, enfin une phrase ou ne serait-ce qu'un mot pouvant être attribué à un discours de haine, parce qu'évidemment les discours de haine, et on en subit, moi-même j'en subis sur X notamment, ça oui, ça c'est répréhensible et ça devrait être extrêmement sévèrement réprimé. Mais là, on n'est pas dans la haine, on est juste dans une information alternative par rapport au troupeau, hein, au narratif dominant, on va dire, et surtout à cette réalité drivée par le narratif. C'est-à-dire, en fait, ce n'est pas de la réalité, c'est une création, c'est comme un conte. Voilà. Bon. Donc, je voulais revenir là-dessus, parce que, en fait, ça m'étonne vraiment qu'on ne comprenne pas que ça ne peut pas marcher de faire ça, en fait. Ce qu'il faut, c'est qu'on se reconnecte à la réalité. Et je pense vraiment que la reconquête du réel, dans beaucoup de domaines d'ailleurs, au-delà de l'information politique ou diplomatique, ou bon, de mon domaine à moi, ça va devenir vraiment l'un des enjeux majeurs pour l'Occident, pour sa survie, pour nos démocraties, pour nos peuples évidemment, mais aussi pour nos élites, si elles prétendent à rester représentatives et tout simplement à rester influentes à l'échelle mondiale. Parce que là, on est dans un... Sinon, il n'y aura plus que la coercition, au nom de la transparence, bien sûr, au nom de la sécurité des citoyens, etc. Mais enfin, plus personne n'est dupe. Donc, il va y avoir une montée des résistances de toute nature, parce que c'est une véritable... je ne sais pas si le mot dictature est le bon mot, mais on empêche littéralement non seulement les gens de parler, mais de penser, de réfléchir. Enfin, c'est un appauvrissement terrifiant. Et je ne comprends pas pourquoi les pays occidentaux, alors qu'ils font face vraiment à la montée d'une vague, d'un tsunami géopolitique, mais qui se base sur justement le fait d'offrir à tout un tas d'États et de populations de nouveau un accès à une forme de vérité, à une forme de réalité, et en tout cas à la capacité de pouvoir exprimer leurs intérêts et leurs nécessités. Nous, on est face à ça, et tout ce qu'on trouve à faire, c'est fermer les écoutilles, comme si on était dans un sous-marin, et repartir en eau profonde et espérer qu'on va passer, on va être furtif. Voilà, on va être furtif. Et ça, c'est fou. Alors, bien sûr, ça ne touchera pas les élites, parce que les élites, elles ont intérêt. D'une certaine manière, elles sont presque plus panurgiques que les peuples, si vous voulez, parce qu'elles ont un intérêt
matériel ou social, au mondialisme, à cette espèce d'illusion du fait qu'on peut vendre des histoires sur ce qui se passe dans le monde, sur les guerres, sur les crises, sur les bons, sur les méchants, sur le bien, sur le mal, enfin bon. Et donc le système s'auto-entretient, mais ça c'est une toute petite couche des populations. En dessous, il y a quand même des centaines de millions de personnes, pour ne parler que de l'Occident, enfin il y a plus d'1 milliard même. Donc on est face à... Pour moi, on arrive de plus en plus aux limites de ce refus. Et d'ailleurs, la révolution technologique en cours sur l'intelligence artificielle, ça va être aussi un des grands enjeux. Est-ce que cette intelligence artificielle va produire uniquement une sorte de réalité qui sera déconnectée du monde physique, qui sera de plus en plus intelligente, opérative, intéressante, mais qui n'aidera pas, parce que ça va bien, parce qu'on s'intéresse aux langues et bon, ça marche tout seul, mais le monde réel, il est beaucoup plus anthropique. Les individus sont beaucoup plus anthropiques, les comprendre leurs décisions, etc. Tout ça est beaucoup plus difficile que de faire du deep L, si j'ose dire. Hein, voilà. Donc ça va être aussi un des enjeux, en fait. Est-ce qu'on veut offrir à nos peuples, dans les décennies à venir, en Occident, face au reste du monde, et donc ça veut dire travailler avec lui aussi, une possibilité de se reconnecter à la réalité de sa vie, de leur vie, de nos existences. Je ne sais pas si je suis très claire, j'essaierai un jour de faire une émission sur ce que tout cela m'inspire, mais je pense que c'est un sujet extrêmement important et profond, que les lumières et les paillettes, en fait, et surtout l'illusion de facilité produite par cette idéologie et cette communication dirigée par les narratifs nous fait oublier. Voilà. Et c'est quelque chose d'extrêmement important pourtant pour tout le monde. Voilà, je vous laisse là. J'espère que j'ai été moins long que d'habitude, j'en suis pas certaine. Je vous remercie de liker, de partager, de vous abonner en appuyant sur la petite cloche, de nous soutenir de toutes les façons possibles, que ce soit Tipeee, que ce soit en vous abonnant au Cercle Paix et Guerre et en faisant connaître cette chaîne. Je vous remercie et je vous retrouve très vite. Il y aura une mondoscopie donc spéciale Chine, soit samedi soir, soit dimanche. Voilà. Il y aura pour les abonnés les clés du monde aussi à peu près au même moment. Il y aura demain, jeudi, normalement, si tout va bien, le premier entretien géopolitiquement incorrect que j'ai eu le plaisir d'avoir avec Alain Juillet. Et ça, c'est ouvert à tous. Et voilà. Et le grand direct, donc je vous ai dit, est différé. C'est pour les abonnés aussi. Et ce sera différé aussi octobre prochain. Voilà. Merci de m'avoir écouté jusqu'ici et à très vite. Au revoir. Bonne soirée.